Cathédrale de Naples, 19 septembre. Chaque année, ce jour-là, la foule se presse pour assister au miracle de San Gennaro, le saint protecteur de la ville. Tout le monde est là, touristes, napolitains de toutes conditions, notables. 300 ans après Jésus-Christ, lors d'une éruption du Vésuve, San Gennaro a arrêté la lave qui menaçait de recouvrir Naples. Depuis sa mort, le sang de San Gennaro est conservé dans ce reliquaire. Et le miracle que tout le monde attend, c'est que ce sang coagulé redevienne liquide. Dans l'Assemblée, chacun retient son souffle, car si le miracle se produit, Naples sera épargné des calamités. En revanche, si le sang reste solide, il faut se préparer à des mois difficiles. Et ce jour-là, le cardinal de Naples évoque sans détour les menaces qui pèsent sur la ville, et il ne mâche pas ses mots. Nous sommes malheureusement à nouveau envahis par la saleté. Une saleté qui continue de salir non seulement nos rues, mais aussi la face et l'honneur de nos concitoyens. Il y a aussi et surtout le manque de travail. Nous savons bien que nos jeunes sont plus que jamais sous la menace des personnes qui n'ont pas de scrupules à donner du travail. Un travail de mort, un travail au service du crime et de la délinquance. L'émotion est à son comble, les fidèles sont plongés dans leurs prières. Le sang s'est liquéfié. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que le miracle a eu lieu? Le miracle a eu lieu. La ville ne devrait pas connaître de catastrophe majeure. Larmes, applaudissements, feux d'artifice, ce rituel rythme la vie de Naples depuis des siècles. À l'origine, San Gennaro protégeait Naples du Vésuve. Mais aujourd'hui, comme l'a rappelé l'évêque, ce sont d'autres dangers qui menacent la population. J'ai prié pour tous les jeunes, pour qu'ils arrêtent la drogue, la délinquance et qu'on leur trouve un travail. Dans la foule, Dario, superstitieux comme tous les Napolitains, mais pas tout à fait dupe. Il a trouvé une application pour adapter la tradition à la vie moderne. Pour la première fois, le miracle de San Gennaro sur l'iPhone. Le voici. C'est une chose très amusante. Si tu arrives à le liquéfier, miracle. Alors tous tes vœux vont se réaliser. Et tous les jours, tu te fais ton propre miracle. Mais ce jour-là, Dario a un autre rite à accomplir. Comme tout bon Napolitain, il va jouer au loto et miser sur le chiffre du jour. Je suis allé à la sacristie pour savoir à quelle heure a eu lieu le miracle. Ils m'ont dit à 9h28 précise. 19, c'est le jour de San Gennaro. Donc on a 19, 9 et 28. Maintenant, on peut jouer. Mais au moment de jouer, Dario a un doute, car la dame devant lui mise sur d'autres chiffres. Mais madame, pourquoi avez-vous joué le 26? Parce que le miracle s'est fait un peu avant 28. Donc on ne sait pas si c'est le 26 ou le 28. Vous avez joué le 26? Moi, oui. Personne ne sait. Alors dans le doute, on joue les deux, parce qu'on ne sait jamais. Alors 9, 26 et 19. Et on joue aussi le 9, le 28 et le 19, dans le doute. Mais à Naples, on ne vénère pas que San Gennaro. Un autre saint a largement sa place sur les offertoires, suspendu un peu partout sur les murs de la ville. Ici, on conserve une autre relique très importante. Le cheveu de Maradona. C'est une autre relique que les Napolitains adorent. Il y a San Gennaro et à la deuxième place, même si certains disent qu'il est au même niveau, il y a Maradona. Naples, en Méditerranée. En face, l'île de Capri et plus au sud, la côte amalfitaine. Naples a été déclarée patrimoine mondial de l'humanité. C'est la ville aux 500 églises, faite de rues étroites et de palais magnifiques. On connaît ces images de linge qui sèchent aux fenêtres, ces rues bruyantes, ces chants populaires.
Mais Naples ne fait plus rêver les touristes qui l'ont déserté ces dernières années. Aujourd'hui, quand elle fait la une de l'actualité, c'est à cause du scandale des déchets, mais aussi des règlements de compte, en pleine rue et en plein jour. Car la capitale de la pizza est aussi celle de la Camorra, une organisation criminelle qui étend ses ramifications dans tous les secteurs. On dit d'ailleurs qu'elle est devenue le premier employeur à Naples. Comme la mafia sicilienne, la Camorra est composée de clans qui se partagent le territoire, s'il le faut par la violence. Cette guerre entre grandes familles de la Camorra a fait plus de 4000 morts en 30 ans. Le système, comme on l'appelle là-bas, est présent partout. Nous suivrons Giuseppe, le reporter photographe qui enquête sur le scandale des déchets pour un grand journal italien. Il nous fait entrer dans ce faubourg de Naples, où les habitants se révoltent et bloquent les camions poubelles qui viennent décharger leur contenu toxique. Je ne veux pas être la victime des déchets. Je ne peux pas mourir à petit feu avec mes enfants. Là-dedans, il y a la Camorra. C'est ça, la Camorra. Marco et Nicola sont policiers. Pour intervenir rapidement au cœur de Naples, il vaut mieux être en moto et en civil. On sait qu'ici, il y a du trafic de drogue. Ils vont démanteler un clan de la mafia napolitaine où les femmes sont très puissantes. Naples, c'est aussi la tradition des neomelodici, les chanteurs des quartiers populaires. Fortuna a 14 ans, elle a son coach, c'est une star. La chanson napolitaine, il faut y mettre du cœur. Si tu y mets ton cœur, c'est tout de suite beaucoup plus beau. Après le foot, la chanson est le premier ascenseur social. Mais là aussi, la Camorra est très influente. Le quartier de Scampia reste aujourd'hui le supermarché européen de la drogue. Alberto y vit depuis 30 ans. Il est révolté par une criminalité omniprésente. On ne parle jamais de création d'entreprise, d'emploi, etc. Non, rien. On ne parle que de délinquance, on a tué, on a assassiné, on a tiré sur quelqu'un. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, alors? C'est ça, Naples. Une des scènes les plus étonnantes à Naples, c'est le manège incessant orchestré par ces drôles de personnages qui règlent le stationnement. Vas-y, garde-la là. Ensuite, ramène les clés. Mario exerce un des métiers les plus pittoresques de Naples. Il est gardien de parking. Une activité tout à fait illégale que l'on dit contrôlée par la Camorra, mais acceptée par tous. Laisse-la là, c'est bon. Dépêche-toi, file-le-moi. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui laissez votre scooter? Oui, c'est lui qui s'en occupe. C'est une personne de confiance. Et ils sont nombreux à Naples, comme Mario? Oui, il y en a partout. Ils sont utiles alors? Oui, parce qu'il n'y a pas de place pour garer son scooter. Sans des gens comme Mario, en effet, il est presque impossible de se garer à Naples. Et s'il est dans tous ces états, c'est que la police débarque pour distribuer des amendes aux véhicules mal garés. Ils sont en train de mettre des amendes. Nom d'un chien. Mais le vrai patron ici, c'est lui. Même la police le consulte avant de se mettre au travail. Salve. Salve, carissima. Bonjour, très cher. Ditemi. Dites-moi. Ditemi. Dites-moi. Sì, sì, sì. Io Oui, cerco oui. di aiutare gli altri. Moi, je suis ici pour aider les autres. Je vous enlève ces quêtes-là tout de suite. Voilà, le scooter. Ils mettent des prunes. En quelques minutes, Mario déplace les scooters qui n'ont pas le droit d'être stationnés sur le trottoir. Les propriétaires lui ont laissé les clés. Mario tente de négocier un délai avant que la sanction ne tombe. Mais ce n'est pas gagné. Mais vos collègues me disent qu'on a le droit de les garer au centre, là. Non, hein? Très bien, alors inutile que je les déplace. Personne ne vous le dira vraiment en face à Naples, mais les gardiens de parking comme Mario n'ont pas forcément bonne réputation. Attendez, je vais chercher les clés. Des clés gardées précieusement dans une boîte au ras du sol.
Il y en a beaucoup à Naples. Et ils sont utiles? Je ne pense pas honnêtement. Je préférais payer un ticket pour le parking. Mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Pourquoi? On arrête là, je ne peux pas en dire plus. Il n'en dira pas plus car c'est fondamental à Naples de rester en bon terme avec les gens comme Mario. On dit qu'ils sont les yeux et les oreilles de la Camorra. Sous leurs airs folkloriques, ce sont de vrais garants de votre sécurité. La nuit tombée, le manège continue. Mademoiselle, vous avez la tête dure. Il faut laisser votre scooter ouvert. Si vous mettez une chaîne, on va vous le voler. Vous voyez d'autres chaînes? Faites-moi confiance. Avec les chaînes, vous allez vous le faire voler. C'est moi qui dis aux voleurs de le prendre, car ceux qui attachent ne payent pas. Ils se disent que la chaîne veille dessus, et ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas Mario qui veille dessus, ils s'en vont avec la chaîne. En fait, cette femme n'a pas vraiment le choix. Elle va laisser les clés et plus tard un généreux pourboire. C'est la meilleure manière de retrouver son véhicule intact, car Mario, ancien délinquant, connaît son petit monde. Quand je vois les gens qui ont des mauvaises intentions, comme j'ai pu les avoir, je les repère avant et je leur dis « Oh là, je suis ici, alors tu t'en vas. Si tu as besoin de 5 €, je te les donne. Mais moi, je vais être tranquille. Parce que si quelque chose disparaît ici, c'est moi que la police vient voir. » À Naples, les gardiens de parking au noir comme Mario peuvent aussi bien servir d'indicateur à la Camorra qu'à la police. Alors vous êtes responsable de tous les vols qui se passent dans la rue? Oui, sinon ils s'en prennent à moi. Un jour, ils ont volé une Rolex ici. La police m'a emmené au commissariat et j'ai passé un sale quart d'heure. Car ils voulaient que je leur dise le nom des coupables. Des travailleurs noirs qui font le boulot de la police, des riverains pratiquement pris en otage, Naples n'est décidément pas une ville comme les autres. L'absence d'État, le chômage, la pauvreté ont alimenté le système D. La Camorra en tire profit. Commissariat central. Ces policiers font partie d'un service unique, spécialement créé pour Naples. Ce sont les rois de l'infiltration, une sorte de super police de proximité. On les appelle les falchi, les faucons. Dans quelques jours, ils vont lancer un vaste coup de filet. Voilà 2 mois qu'ils filment jour et nuit les faits et gestes d'une famille de la Camorra qui gère un des principaux lieux de deal de cocaïne de Naples. Le commissaire Coppola dirige l'opération. Voici le lieu du trafic de drogue. Dans tous les quartiers de Naples, on trouve des endroits comme celui-ci. Dans ce quartier, il y en a plusieurs. Ils appartiennent au clan Mazzarella. Ils ont environ 100-150 clients par jour qui achètent une ou plusieurs doses. Donc uniquement pour ce point de vente, on parle d'un chiffre d'affaires qui va entre 7 000 et 10 000 € la journée. La majorité de ce clan investit ensuite en Espagne, en Irlande, dans les pays de l'Est. En Espagne, ils ont des bars, des discothèques, un nombre infini de propriétés. Naples est une des dernières villes d'Europe où le centre-ville abrite les populations les plus défavorisées. En tout, 5 quartiers placés sous le contrôle de clans de la Camorra. Des clans qui luttent constamment pour préserver leur territoire. Alors les règlements de compte sont monnaie courante. Comme le prouvent ces images tournées par une caméra de vidéosurveillance. Ce commerçant est sur le pas de sa boutique. Un homme surgit, il tire une première fois, puis une deuxième. Une passante, pourtant témoin de la scène, quitte aussitôt les lieux. Puis un homme qui tient un enfant dans les bras. Lui aussi fait semblant de n'avoir rien vu. Les faucons ont été créés pour pénétrer dans ces quartiers et tenter d'interrompre cette spirale de la violence et de l'omerta. Ils entament leur tournée quotidienne. Direction le quartier de Forcella. C'est l'un des plus dangereux de la ville. Ciao Guido! Gros cylindrés, pas d'uniforme, pas de casque. La rue est à eux. Avec leur regard de mauvais garçons, les faucons sont souvent considérés à Naples comme un gang à part entière. Première étape ce matin-là, une salle de jeu clandestine. Mais vous fumez quoi là? Allez, face au mur. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici. Ils mènent une fouille approfondie, espérant trouver de la drogue ou des objets volés, des montres, des bijoux.
C'est un repère de jeunes, connu pour vol et trafic de drogue. On connaît bien cette salle de jeu. On n'est pas venu ici par hasard. Cet homme à la veste en jean est un officier de police. Dans le quartier, les jeunes lui ont trouvé un surnom, Pitbull. Ne cherche pas. Tu sais, quand je parle, je ne me trompe jamais. Je suis comme la Bible, moi. L'homme interrogé fait profil bas. Ici, on évite de faire le malin avec les faucons. Cette fois-ci, les policiers n'ont rien trouvé. Allez, on y va. Bonsoir. C'est une salle de jeu particulière car il y a cette trappe là qui peut servir de cachette pour quelqu'un. On y vient souvent. Un jour sur deux environ. Le quartier a peu de secrets pour ces policiers. Grâce à leur moto, ils peuvent surgir n'importe où, emprunter les petites ruelles. C'est un terrain très difficile pour la circulation des forces de police. On peut passer qu'en moto. Tiens, regarde, toi, une voiture de police ici pourrait jamais passer. Et quand on leur demande pourquoi ils ne portent pas de casque, l'explication est plutôt savoureuse. Ce n'est pas pour une raison esthétique, mais plus pour une raison de sécurité. C'est prouvé que la personne assise là à l'arrière, lorsqu'on freine brusquement, heurte le casque de celui qui est devant, et il peut donc se faire mal. Mais la véritable raison est ailleurs. Dans ces quartiers malfamés, très dangereux, on dit que si tu portes un casque, le mafieux t'arrête et t'oblige à l'enlever. Personne, en effet, dans ces quartiers ne porte de casque, même pas les enfants. On dit ici d'ailleurs que seuls les tueurs de la mafia en mettent, pour ne pas être identifiés. Les faucons passent leur journée dans la rue, ils se mélangent à la population. Pour recueillir un maximum d'informations, obtenir des renseignements, comprendre le rôle de chacun et les rapports de force entre clans de la Camorra. Et d'ailleurs, ce jour-là, leur route va croiser par hasard celle d'un gros bonnet de la mafia napolitaine. Au départ, un simple contrôle d'identité. Pas de conneries, les gars. On s'en va. Ce sont deux personnages qu'on connaît bien, de gros poissons. Ils ont des antécédents pour association mafieuse, détention d'armes et de drogue. Mais Paolo a repéré un autre personnage. Alors si tu zoomes tout doucement sur l'homme que tu vois au fond, avec l'enfant dans les bras, celui qui rentre dans l'immeuble là-bas, au fond, avec le gamin. C'est lui qui commande dans le quartier dernièrement. Et ici, on dit que celui qui commande Forcella est de fait le parrain de Naples. Il est soumis à des mesures préventives. Si on le surprend en compagnie de personnes ayant eu des problèmes avec la justice, on peut l'arrêter. Alors il fait très attention à ses fréquentations. Les deux hommes que les policiers viennent de contrôler sont sans doute à son service. Mais ils doivent respecter une certaine distance pour ne pas donner d'arguments aux policiers qui rêvent en fait de l'arrêter. Naples, sa baie, l'île de Capri, les ruines de Pompéi et la côte amalfitaine ont été longtemps synonymes de Dolce Vita, attirant les stars et les touristes du monde entier. Mais depuis 6 ans, on s'arrête beaucoup moins à Naples. La fréquentation touristique a baissé de 60%. Un vrai drame pour une ville si orgueilleuse de son passé, dévorée par le chômage. Il touche aujourd'hui 30% de la population active. La cause majeure de ce désamour, après la criminalité, la crise des déchets de 2007. C'était il y a 4 ans donc. Ces images de Naples submergées par les ordures ont fait le tour du monde. Aujourd'hui encore, rien n'est réglé. On n'arrive même plus à transporter les malades. Qu'est-ce qu'ils attendent? Que les gens meurent?
11 h du soir, dans le centre de Naples. Giuseppe a 30 ans, il est photoreporter. La crise des déchets fait de nouveau la une de l'actualité. Il commence un reportage pour un grand hebdomadaire italien. Ce soir, je vais à la chasse aux bonnes photos, parce qu'il y a une crise des déchets qui touche à nouveau la ville. Giuseppe s'intéresse d'abord au ramassage des ordures. Premier problème, non seulement les containers trop petits débordent, mais en plus on y trouve n'importe quoi. Plaques de marbre, casques, nourriture. À Naples, le tri est quasiment inexistant. Ça fait 22 ans que je travaille de nuit et rien n'a changé. Et les éboueurs travaillent avec un matériel plutôt vétuste. Nous continuons de suivre le circuit des poubelles. Toutes les nuits, les camions à ordures s'arrêtent l'un derrière l'autre sur ce bord d'autoroute. Leur attente peut durer des heures, car avant de couvrir les derniers kilomètres jusqu'à la décharge, ils doivent attendre le feu vert de la police, qui les escorte. Toutes les nuits, c'est comme ça. On nous assaille, on nous lance des pierres, on brûle les camions. S'ils ne nous escortent pas, nous, on ne part pas. Si les camions patientent, c'est qu'à quelques kilomètres de là, dans cette banlieue de Naples, des habitants bloquent les rues qui mènent à la décharge. Ils sont excédés par l'odeur et la pollution. Il y a quelqu'un qui a fait du Sud un laboratoire expérimental de toute la merde. S'ils veulent qu'on s'en aille, il faudra qu'ils nous passent dessus, ce soir et tous les autres soirs. Parce que nous ne bougerons pas d'ici. Cela fait 1 mois et demi que les habitants de Bosco Reale ont commencé ce drôle de blocus. Ils sont passés à l'action quand ils ont appris que leur commune allait accueillir une autre décharge, la plus grande d'Europe. Mais cette nuit-là, la police va remporter une bataille. Il est 5 h du matin. La police donne le signal de départ au camion. La voie est enfin libre. Écrasés de fatigue après des semaines de combat, les manifestants ont en effet levé le camp. La police est tranquille. Les gens ont quitté le poste de garde, ils ont dû aller se coucher. Ils doivent être fatigués, ça fait 1 mois que ça dure cette histoire. Les camions poubelles sont aux portes de la décharge. Pour Giuseppe, impossible d'aller plus loin. Le site est gardé par l'armée. Personne ne peut y pénétrer, ni les journalistes, ni même les juges. Car à Naples, le gouvernement italien a déclaré tous les lieux de stockage ou de traitement des déchets, sites hautement stratégiques. C'est comme une centrale nucléaire, un endroit où toi, citoyen, tu n'as pas le droit d'aller. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose que tu n'as pas le droit de voir. Et ce que personne n'a le droit de voir, Giuseppe va nous le montrer une fois de retour chez lui. Sur ces photos, on voit la décharge de Bosco Reale, une ancienne carrière située dans le parc national du Vésuve. Grande comme un stade de football, elle se remplit en un temps record. Et on y déverse n'importe quoi. Regarde maintenant, je vais te montrer une photo. Mars 2010. Et là, c'est octobre 2010. En 6 mois, son niveau est monté d'au moins 20 mètres. Mais elles sont nécessaires. Quel est le problème de ces décharges? Le problème de ces décharges, c'est qu'elles ne reçoivent pas des déchets autorisés. On y trouve de tout. Du plastique, du fer, tous les produits, même les plus toxiques. Ce scandale a commencé il y a une trentaine d'années. Des entreprises privées ont été chargées de retraiter les déchets, mais elles n'ont jamais fait leur travail. Résultat, des montagnes d'ordures envahissent la région. La justice, la presse italienne accusent la Camorra. Les appels d'offres sont truqués grâce à la corruption des élus locaux. Certaines entreprises, proches de l'organisation criminelle, remportent les marchés pour le traitement des ordures.
puis se débarrasse des déchets sans les avoir triés ou retraités. En 2007, le gouvernement Berlusconi prend les choses en main. Il annonce la construction de gigantesques incinérateurs pour résoudre le problème de manière, croit-on, définitive. Mais ces fours high-tech inaugurés en grande pompe se révèlent impuissants. Défaut de construction, pannes à répétition, ils ne fonctionnent qu'à 30% de leur capacité. Visiblement, personne n'a intérêt à ce que ça marche. Avec Giuseppe, nous allons découvrir un autre scandale. Nous montons à bord d'un hélicoptère de la Guardia di Finanza, le fisc italien. Sous ces gigantesques bâches, il y a des millions de tonnes de déchets entreposés sur des terrains qui appartiendraient à la Camorra. L'organisation mafieuse a donc créé une nouvelle source de revenus. Transport, emballage, location de terrain, gestion des stocks, elle contrôlerait l'intégralité de la chaîne. Un business juteux qui rapporterait plus de 2,5 milliards d'euros par an. On estime qu'il faudrait plus de 50 ans pour se débarrasser de tels volumes de déchets, à condition que les incinérateurs fonctionnent 24 heures sur 24, et cela, la Camorra n'y a aucun intérêt. En attendant, les décharges sont saturées. Voici celle de Bosco Reale. Et à quelques mètres, la future plus grande décharge d'Europe. Tout cela dans le parc national du Vésuve, un site pourtant protégé par l'UNESCO. Si cette région est ainsi salie, ce n'est pas un hasard, c'est la zone dite rouge, le fruit d'un calcul cynique, selon Giuseppe. Ces 18 communes font partie de cette fameuse zone rouge, qui devrait être évacuée en cas d'éruption du Vésuve. Donc ces gens vont devoir partir un jour ou l'autre. Alors, on essaye de leur rendre la vie invivable. Comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'en iront d'eux-mêmes. Il y a une sorte d'acharnement sur le Vésuve. Je pense que bientôt, ils rempliront même le cratère. Comme ça, j'imagine qu'un jour, on aura une éruption de déchets. Et en attendant que la lave du Vésuve cache à jamais les traces de ce crime écologique, le scandale continue. À l'entrée de Bosco Reale, il y a des décharges sauvages tous les 50 mètres. Giuseppe nous montre l'ampleur des dégâts. Regarde, c'est une décharge à ciel ouvert. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est de l'amiante. Attention, ne respire pas, c'est très mauvais. Regarde. Corrosif. Ce sont des déchets spéciaux. Et des décharges sauvages aussi dangereuses que celle-ci, il y en aurait près d'1 millier dans la région de Naples. Un chiffre officiel qui serait très en dessous de la réalité. Ces décharges polluent l'air, mais aussi la nappe phréatique, empoisonnant les cultures. Pour nous montrer les conséquences de ce scandale, Giuseppe n'a pas besoin d'aller très loin. Regarde-moi ça. C'est pourri, ça n'a pas poussé. Parce que cet endroit est complètement pollué. Tout ce qui pousse ici est contaminé. Ces terres étaient pourtant particulièrement fertiles. L'an dernier, le Lacryma Christi, un grand cru connu dans le monde entier, a perdu l'essentiel de sa récolte. Le raisin a pourri sur pied avant même de mûrir. Les autorités municipales de Bosco Reale ont du coup décidé d'interdire l'exploitation de la nappe phréatique pour arroser les sols. On comprend mieux la colère des habitants de Bosco Reale. Dans les rangs des manifestants, la tension est montée d'un cran. Ils ont construit des barricades sur la route vers la décharge. Ça fait 30 ans qu'on nous met des décharges qui n'ont jamais été assainies. Où sont les responsables? Il y a 30 ans, il n'y avait pas déjà la Camorra? La Camorra, c'est l'État. La Camorra? Mais tu sais ce que ça veut dire, Camorra? C'est l'arrogance. Et ce qu'on nous fait, ce n'est pas de l'arrogance? La Camorra, c'est l'État qui la veut, car il n'y a pas de loi.
S'il y avait une loi, tout irait bien. Il y a 30 ans, on emmenait ici les enfants pour prendre le bon air. Aujourd'hui, ils partent, ils sont malades. En commençant par mon fils, qui a des allergies. J'ai 3 enfants. Ici, on me fait la guerre à moi. Une guerre bactériologique. Saddam Hussein est ici. Asthme, leucémie, infection des voies respiratoires, la région de Naples détient un triste record. Une étude de l'Organisation mondiale de la santé a ainsi récemment démontré que chez les Napolitains, le taux de cancer est 12% supérieur à la moyenne nationale. Venez, on y va! Subitement, le bruit court qu'une centaine de camions ont pris la direction de la décharge. Les femmes du village décident de prendre les choses en main. Mais la police empêche les manifestants de passer. Vous n'avez pas le droit de nous empêcher de passer. C'est une voie publique. Je ne veux pas aller à la décharge. Vous n'avez pas le droit de bloquer la route. Restez en retrait, s'il vous plaît. Vous êtes en train de nous condamner à mort. C'est vous qui méritez de mourir. Reculez! Reculez! On n'en peut plus! Ce jour-là, les femmes ont réussi à empêcher les camions de passer. Mais pour combien de temps encore? À Naples, la Camorra ne tire pas ses profits que des déchets. Un autre marché tout aussi lucratif est également sous son contrôle. Direction Scampia, ce quartier rendu tristement célèbre par le livre Gomorra du journaliste italien Roberto Saviano, qui vit depuis sous haute protection policière. Gomorra raconte l'histoire vraie d'une guerre sanglante entre clans de la Camorra pour le contrôle du marché de la drogue. Le parrain du quartier, c'est lui, Paolo Di Lauro, surnommé le millionnaire, l'un des parrains les plus sanguinaires de l'histoire de Naples. En 2005, la guerre a fait plus de 50 morts en 6 mois et il a fallu déployer l'armée pour mettre un terme au bain de sang. Malgré l'arrestation de Paolo Di Lauro et de son fils, Cosimo, Scampia est resté le fief de la Camorra. On le surnomme toujours le supermarché européen de la drogue. Et dans ce quartier, il y a un lieu emblématique où personne n'ose entrer. Ce sont ces tours en forme de voile. Il vaut mieux ne pas s'y aventurer seul. Nous nous y rendons escortés par l'adjoint au maire, Ciro Esposito, et l'un de ses collègues. Ici, c'est une des voiles. En l'occurrence, la voile rouge. Si ces blocs d'immeubles font peur aujourd'hui encore, c'est qu'ils restent hantés par les fantômes de la Camorra. Ces tours devaient être détruites. Mais comme en témoigne la musique napolitaine qui s'échappe des appartements, de nombreux habitants y résident encore. Il reste encore plus d'une centaine de familles qui attendent un relogement et qui squattent depuis 7 ans les lieux. Ce territoire, presque à l'abandon, est devenu le refuge des toxicomanes de toute la région. Les gens des beaux quartiers ne veulent pas de drogue chez eux. Ils ne veulent pas voir la réalité de leurs jeunes. Alors ils viennent se cacher pour se piquer ici. Ensuite, ils rentrent tranquillement chez eux. Il y a de la musique. Ce sont les habitants qui cherchent à donner un peu de joie pour essayer d'oublier leur misère. Au départ, dans les années 70, cet enchevêtrement d'escaliers et de balcons devait reproduire les ruelles populaires de Naples. Il abrite aujourd'hui les familles napolitaines les plus pauvres. Un habitant accepte de nous emmener chez lui, mais il ne veut pas être reconnu. Me filme pas le visage, je veux pas d'embrouille. Mais ça ne passe qu'en France. Ah ok, alors c'est bon. Attention par terre. Et comment vit-on ici? C'est pourri. On vit dans un truc pourri. Alberto vit ici depuis 30 ans. Ses voisins sont partis. Des centaines d'appartements comme celui-là sont à l'abandon. Patricia! Viens voir. Regarde en bas. Mais qui vient ici?
Personne, ici on est seul et on fait tout seul. Ah, pourquoi c'est si sale? Parce que les gens jettent les ordures d'en haut. Voici ma maison. Regardez dans quoi on vit. Mais c'est pas si mal. Oui, regarde, rentre. J'ai tout fait de mes propres mains. J'ai fait tout seul. Avant, c'était dans un sale état, on vivait comme des bohémiens. Mais malgré tous ses efforts, Alberto a du mal à trouver un emploi. Quand tu dis que tu viens de Scampia, ils te disent non. Ils te renvoient à la maison. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit forcément être des délinquants? Moi, j'ai plus envie de le faire. J'ai fait 6 mois de prison et 22 mois assigné à domicile. Et pourquoi? Délinquance, trafic de drogue. C'était pour survivre, quoi. Car dans ce quartier de Scampia, les 3/4 de la population active sont toujours au chômage. Pas étonnant qu'Alberto regrette l'époque où les voiles étaient le lieu de tous les trafics. Les voiles, ce n'est plus ce que c'était. Pourquoi? Comment c'était avant? C'était magnifique. Au début, maintenant elles font peur. Plus personne n'ose y venir. Parce que c'est désert. La délinquance a diminué, il n'y a presque plus de drogue. Mais c'est positif. Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire positif? Ah oui, c'est bien, mais enfin on ne peut plus vivre. J'ai compris, c'est bien, ça pourrait même être plaisant. Mais nous on ne vit plus, il n'y a plus de travail. Et donc pour vous, il y avait plus de vie avant? Oui, c'est ça. Il y avait plus de travail, quoi. C'était ça les voiles. Alberto reste nostalgique d'une époque, pourtant les choses n'ont pas beaucoup changé. Aujourd'hui encore, le trafic de drogue reste le premier employeur du quartier de Scampia. Un homme tente de donner une alternative aux jeunes du quartier. Il s'agit de Gianni Maddaloni. Il possède une salle de sport. Il est par ailleurs professeur de judo. Son nom de famille est célèbre en Italie. Ses 3 enfants ont décroché des médailles sur les tatamis. Qui est-ce qui crie? Arrêtez de crier! Ça, c'est mon fils Pino, le champion olympique. Là, c'est la victoire à Sydney quand il a embrassé le sol. Là, c'est Marco, 2 fois champion d'Europe, mon plus jeune fils. Et là, c'est Laura, ma première fille et ses médailles. 13 titres d'Italie. Gianni est né à Scampia et son incroyable ascension, il veut la mettre au profit des jeunes délinquants du quartier. En accord avec la justice des mineurs, il leur offre un petit boulot pour qu'ils puissent obtenir une liberté conditionnelle. C'est le cas d'Emanuele. Je l'ai rencontré pendant que j'étais en prison. Il était venu nous voir et j'ai aimé comment il parlait. C'était quelqu'un de très intelligent. C'est comme ça que je l'ai connu et qu'il m'a attiré vers lui. Il sait comment parler aux jeunes, il nous aime. En fait, c'est un peu comme un père pour nous. Grâce au maître, j'ai retrouvé la liberté. Et pour moi, ça, c'est la chose la plus précieuse, la liberté. Ok. Vai, dai un'occhiata ai ragazzi, vai. Condamné à 4 ans de prison pour une affaire de vol, Emanuele peut en effet purger sa dernière année en semi-liberté. Le jour, dans cette salle de sport où depuis un mois il joue les coachs aux côtés de Gianni en échange d'une modeste rétribution, et la nuit chez lui, car il est assigné à domicile. Mon but, c'est de donner un peu de lumière dans le quartier, de la vie et de l'espoir. Montrer aux jeunes qu'il y a des adultes qui pensent à eux. Cette salle de sport est un exemple dans le quartier. C'est un des seuls lieux de vie pour les enfants et les adolescents. Pour eux, Gianni est comme un père. Le leur est souvent soit dans la clandestinité, soit derrière les barreaux. Je compte sur toi. T'es le plus grand. Je m'attends à plus de maturité de ta part, à être plus réfléchi et savoir raisonner les plus jeunes lorsqu'ils font des erreurs.
Vai, forza. Ci vediamo, vai. Gianni a un rêve qui va bientôt se réaliser. Il va ouvrir ici, à Scampia, un des quartiers les plus sensibles du continent européen, un centre sportif et de réinsertion pour jeunes délinquants. Il faut savoir qu'à Naples et dans sa région, les délits commis par les mineurs sont 10 fois plus nombreux que dans le reste de l'Italie. Le lendemain, nous suivons Gianni à la prison pour mineurs où il va recruter ses prochains pensionnaires. Ciao. S'il fait tout ça, c'est parce qu'il pense à son frère. J'aide les jeunes parce que moi, j'ai perdu mon frère. C'était en 83. Mon frère pourrait être un des jeunes qu'on va voir maintenant en prison. Et il avait quel âge? Il est mort à 23 ans dans une prison en Sicile. Manuel, un ex-détenu, l'accompagne. Ils doivent rencontrer des jeunes de Scampia qui viennent d'être incarcérés. Nous sommes à la prison pour mineurs de Erola. On va voir nos amis. C'est Giuseppe, travailleur social attaché à la prison, qui les reçoit. Je te présente Anne. Pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas le droit de filmer les cellules et les parties communes. Les présentations se font dans le bureau de Giuseppe. Lui, c'est Gianni Maddaloni. Tu le connais? De la salle de sport, oui. Gianni évoque d'abord son propre parcours, car lui-même a grandi dans ces quartiers. On va parler un petit peu ensemble. Jusqu'à mes 14 ans, j'ai fait plein de conneries. Tu sais comment vont ces choses-là, hein? D'abord un scooter, et puis une chose en amène une autre. Et je suis allé beaucoup plus loin. Et à Scampia, 80% des délits sont liés à la drogue. On est là tous les trois pour trafic de drogue. Voir les plus grands qui se font de l'argent facile, ça donne envie. Alors toi aussi, tu veux le faire. Et montrer que tu en es capable. Quand ils disent on descend travailler, en fait, ça veut dire on va dealer. C'est très organisé. Il y a 3 équipes qui se succèdent, avec des tours de garde très précis. Le trafic de drogue, c'est sûrement le secteur qui marche le mieux à Naples. Tout est minutieusement réglé. Mais une fois sortis de prison, ces jeunes ont encore plus de mal que les autres à trouver un emploi. Leur problème, c'est qu'ils ont été condamnés. Donc, quand ils négocient leur salaire, ça pèse lourd. Un jeune sans casier judiciaire gagnera 800 €. Alors que pour celui qui a fait de la prison, l'employeur va lui dire « Mais tu vas me causer des problèmes. Alors, je te donne 300 €. C'est à prendre ou à laisser. » En les prenant dans sa salle de sport, Gianni leur donne bien plus qu'un premier travail. Je leur donne mon amitié, mais aussi et surtout une protection. Parce que tant qu'ils sont sous mon aile, personne ne les touche. Ta vie peut changer du jour au lendemain. Ça ne tient qu'à toi. On t'avait déjà parlé comme ça avant? Non. Personne ne m'a jamais parlé de cette façon. Et t'as envie de l'écouter parce qu'il est passé par tout ça bien avant toi. Faire en sorte que ces jeunes ne retombent pas dans le circuit de la drogue, un véritable défi alors que plus d'un quart de la population de Naples vit sous le seuil de pauvreté. La plupart des anciens délinquants sont donc condamnés à trouver un petit boulot au noir. Nous retrouvons Mario, l'ancien délinquant devenu voiturier illégal dans le centre-ville. La nuit est tombée. Il court dans tous les sens sur son bout de trottoir pour rendre les clés à ses clients et déplacer les voitures mal garées. Mario, dépêche-toi. Ida, il y a la télé française. Tu vas passer toi aussi. Mario vit lui aussi à Scampia. Il a également connu la délinquance et il travaille dans un quartier où il n'est pas forcément le bienvenu. Moi, je suis de Scampia. Je n'ai pas le droit de travailler ici. Il y a des choses que je ne peux pas te raconter, mais mon quartier est en guerre avec ce quartier. En fait, je n'aurais pas le droit d'être ici. Alors comment ça se fait que tu travailles ici? Regarde, lui, c'est un neurologue. Mais comment ça se fait que tu travailles ici? Parce qu'il m'aime bien. Tout le monde m'aime. Lui, c'est le neurologue. Mario préfère ne pas s'apesantir. Pour éviter les ennuis, il fait diversion.
Docteur, je leur disais que vous êtes neurologue, mais que moi, j'étais le docteur des gens vraiment fous. 20h30. Pour Mario, cette journée de fou n'est pas complètement terminée. Combien tu gagnes dans une journée? 50 € aujourd'hui, mais chut, ne le dis pas au fisc, sinon ils vont me réclamer une taxe. Pour rentrer chez lui, Mario prend les transports en commun avec son neveu. Bien entendu, c'est le roi de la resquille. Mario n'a plus de permis de conduire. Le comble pour un voiturier. C'est donc son fils qui vient le chercher à la sortie du métro. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Cette voiture, c'est celle de Mario. Et elle a été confisquée par la police qui l'a mise sous séquestre. Généralement, je conduis. Et quand les policiers m'arrêtent, je leur dis que j'ai oublié mon permis à la maison. Un jour, je tombe sur un policier de mauvaise humeur et il m'a séquestré la voiture. Je lui ai dit, je ne comprends pas, les gendarmes ne me l'ont jamais séquestré. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des policiers qui, au lieu de faire leur boulot comme il faut, ils le font à leur manière. Ils te font des coups bas. Le respect de la loi à la napolitaine. Et ici, c'est le garage où est séquestrée la voiture. Sa voiture est sous séquestre dans ce garage à 2 pas de chez lui et il peut s'en servir quand il veut. Le parking est gratuit. Mario habite dans un petit 2 pièces au rez-de-chaussée avec sa femme et ses 2 enfants. Mais il y a toujours des cousins, des neveux, des amis de passage. Il tient d'abord à nous montrer ses trésors. Regardez ce lit. Je l'ai offert à ma femme il y a 3 ans pour la Saint-Valentin. Ici, il y a le pape, Padre Pio et la Bible. Et le plus important, celle qui me tient en vie, la Madone de l'Arc. On est très dévoués à cette sainte. Et pourquoi êtes-vous si croyant? C'est celle qui nous protège. On l'aime parce qu'elle a fait plein de miracles pour les jeunes de Naples. Les drogués vont la voir, ils mettent une seringue et puis ils ne se droguent plus. À moi, elle m'a aidé à lever la tête et aller de l'avant. Parce que moi aussi, j'ai tourné une page sombre de ma vie. Cette page sombre de sa vie, c'est une longue période au cours de laquelle il a été trafiquant de drogue et voleur à la tire. Avec une spécialité, le vol de Rolex. Jusqu'à 33 ans, je descendais le matin dans la rue et je faisais mon premier vol. J'avais déjà 1500 € dans la poche. Donc, j'avais plus besoin de travailler. Pourquoi tu as arrêté? Parce que j'ai eu un fils. Et à Naples, quand tu as un fils, on dit que si le chat ne peut pas arriver au lard, ça pue. Et donc? Ça veut dire que s'il n'arrive pas à t'atteindre, c'est ton fils qu'ils vont attaquer. Ça marche comme ça à Naples. Ça marche comme ça. Le fils de Mario, Augusto, veut devenir joueur de foot professionnel, comme beaucoup de jeunes garçons à Naples. Mais un autre métier fait rêver les Napolitains, chanteur. La musique est un autre ascenseur social. On dit d'ailleurs ici que c'est la drogue ou la chanson. Dans la famille, il y a d'ailleurs déjà une vedette. À 8 ans à peine, le neveu de Mario a enregistré un clip. Regarde, c'est leur neveu, il chante. La famille est très fière. Oui, regarde, c'est son clip. Regarde, on lui montre le respect, on l'embrasse. Comme un boss. Il chante pour dire que ses parents sont des gens de la rue, mais que ce sont des gens bien, qui ont un cœur. Ses parents ont eu des problèmes avec la justice. Ils ne sont plus là, donc il ne peut plus chanter. Ça, c'est son père. Mais il ne montre pas son visage. Il ne se montre pas, car il est recherché par la police. Des petits chanteurs qui se prennent pour des caïds et rendent hommage à leurs parents, prisonniers ou fugitifs. Si à Naples, il y a toujours des chansons d'amour, on célèbre également en musique les repris de justice, la camorra, la vie derrière les barreaux.
Ces chanteurs, appelés neomelodici, sont un phénomène typiquement napolitain. Une véritable industrie avec ses impresarios, ses auteurs, ses maisons de disques, ses télés locales par dizaines, un business estimé à plus de 200 millions d'euros. Et là aussi, la Camorra est omniprésente. C'est un bon moyen pour elle de blanchir l'argent du crime, mais aussi de garder son emprise sur les couches populaires et notamment auprès des jeunes générations. Ils sont des milliers à tenter leur chance. Nous sommes à Campagna TV. Cet ancien garage abrite une des principales télévisions locales à Naples. Ok, un bisou mon trésor. Merci pour ton appel. Elle, c'est Fortuna Biancardi, la star du moment. À 14 ans, elle anime chaque semaine une émission en direct pendant 1h30. Comme une pro, elle chante, mais dialogue également avec ses fans. En régie, on est débordé d'appels. À Naples, on a plein de chanteurs. Elle, c'est la préférée, elle est très demandée. En 90 minutes de direct, elle arrive à répondre à 200, 260 appels. Le manager de Fortuna est aussi son père et il jette sur tout cela un œil plus que bienveillant. Je suis très fier de ma fille, même si au fond, ce n'est qu'un jeu pour elle. Mais ce jeu est aussi une drogue. Fortuna n'est encore qu'une enfant et cette renommée la grise occupe ses journées. Salut ma chérie. Viens Rosa. Le lendemain, nous la retrouvons chez elle devant son ordinateur, communiquant toujours avec ses fans. Je vais voir ce que disent mes fans aujourd'hui sur Facebook. Une de mes fans me dédie un lien et m'écrit « À toi, qui es une personne fantastique, merci d'exister, je t'aime, tu es ma vie. » Ça me donne des frissons de lire ça. Je suis contente. Fortuna sans ses fans ne serait personne. Et sans tes fans, comment tu te sentirais? Je me sentirais morte. Fortuna est sous pression car elle fait vivre toute sa famille, plus les 5 personnes qui font partie de son staff. Managers, compositeurs, techniciens, ils la suivent partout. Jenny est un ancien neomelodico qui a tout misé sur le succès de Fortuna. C'est son maître de chant, il écrit également toutes ses chansons. Fortuna est une des préférées à Naples. C'est un enfant prodige. Et je sais de quoi je parle. Ça, c'est le dernier album de Fortuna. Il marche très bien en ce moment. Il passe sur toutes les télés. Pendant que son clip passe en boucle sur toutes les chaînes locales, Fortuna se prépare pour la soirée. Maintenant, je me prépare pour aller chanter et puis pour voir mes fans. En général, je travaille toujours le samedi et le dimanche, mais aussi en semaine. Un agenda bien rempli car le véritable succès d'un neomelodico se mesure au nombre d'invitations pour chanter dans les mariages, les baptêmes et les anniversaires. Allez hop, on y va. Ok. Notre travail est très particulier à Naples. Parce qu'à Naples, on chante au mariage, aux communions, aux anniversaires. On fait toujours la fête à Naples. Des week-ends qui deviennent de véritables marathons, Fortuna peut enchaîner jusqu'à 12 concerts dans une seule journée. Benvenuti a Pescarola. Ciao, bene. Signore e signori, se vi dico F perché è fantastica, è con noi Fortuna!
Le cachet d'une soirée comme celle-ci est d'environ 300 €. Mais quand on essaye de savoir combien gagne par mois une chanteuse comme Fortuna, la réponse est évasive. Mais rien, que voulez-vous qu'on gagne? Un rire qui en dit long. Hors caméra, le père de Fortuna nous dira que la recette annuelle dépasse les 100 000 €, rien qu'avec les fêtes et les baptêmes. S'il veut rester discret, c'est que rien n'est déclaré. Un travail noir érigé en industrie qui génère de véritables fortunes. Maintenant, on va à un autre concert, et puis encore un autre, et puis demain, c'est reparti. Fortuna poursuit son marathon. Elle va enchaîner 3 représentations dans la soirée. Avec un planning aussi chargé, pas facile du coup de retenir les prénoms de ceux qu'il faut fêter. Où est Antonia? Angela, pardon. « 5 heures du matin, au commissariat central de Naples. Les faucons sont prêts. Après 2 mois d'enquête, ils s'apprêtent enfin à interpeller les membres du fameux clan Mazzarella. 15 personnes, dont 5 femmes. L'opération s'appelle Harry Potter à cause de la ressemblance du chef Vincenzo avec le personnage. À 28 ans, il a pris la succession de son père, en prison, en attente de son jugement. Vincenzo Mazzarella et son clan contrôlent l'un des principaux points de vente de cocaïne de Naples. L'inspecteur Coppola et le chef des faucons, Fulvio Filocamo, briefent leurs équipes. On sera presque tous dans le même secteur, mais 2 ou 3 arrestations se passeront dans des quartiers éloignés. Donc l'arrestation doit se faire à 6 heures pile. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous devez les amener ici pour les identifier. Une fois au commissariat, on leur expliquera pourquoi ils sont là. On fait comme si c'était de simples perquisitions et on les emmène ici. Comme d'habitude. Tous les faucons sont mobilisés pour l'occasion. En tout, 56 agents, en moto ou en voiture, suivis de près par les agents en uniforme. Dans l'appartement où nous allons, on devrait arrêter 3-4 membres d'une même famille. Ça y est, on est arrivé dans la zone où va se dérouler l'opération. Une opération qui se déroule dans le plus grand silence. Le quartier est encerclé. Première difficulté pour les policiers, l'entrée de l'appartement du premier suspect possède un sas et une porte blindée. Une habitude des trafiquants de drogue afin de ralentir l'entrée de la police et se donner le temps de se débarrasser de la drogue. La porte s'ouvre enfin. Nous devons filmer discrètement. La femme du parrain et sa fille ont été manifestement tirées du lit. Les policiers ont du mal à leur arracher un mot. La fouille commence. Elle va durer 1h30. La police antidrogue arrive en renfort avec ses chiens. L'appartement, mais aussi les parties communes de l'immeuble, sont passées au peigne fin, y compris cet offertoire dans la cour. Mais les policiers ont aussi du flair. Cette statuette religieuse semble avoir contenu de la drogue. Une planque assez classique. Ça sent fort. Fais voir. Ils font sortir la drogue par le bras et puis ils la rentrent probablement par le dessous. Les 2 femmes sont en état d'arrestation, mais il faut attendre l'arrivée de la nounou pour les emmener au commissariat car 2 enfants dorment toujours dans l'appartement. L'immeuble se réveille, les voisins ne s'attardent pas. Ah, je suis désolé. Je pensais que c'était les maçons. Finalement, c'est une cousine qui est appelée à la rescousse pour garder les enfants. Au même moment, dans le quartier, d'autres membres du clan sont embarqués. On vient d'arrêter les chefs du trafic. C'est le clan Mazzarella.
Mais il n'avait pas l'air très surpris de votre visite. Non, tu sais, ceux qui font ce genre d'activité savent bien qu'un jour ou l'autre, on viendra les prendre. Petit à petit, les interpellés arrivent au commissariat. Mais personne ne crie victoire. L'ambiance est même tendue. Car en fait, il manque une personne à l'appel. Et l'inspecteur donne encore des consignes aux policiers restés sur le terrain. Ne bouge pas de là. On va chercher la fille et l'amener chez l'autre fille, où on devrait trouver la mère. Sûrement quelqu'un l'aura déjà averti, c'est sûr. Il manque quelqu'un à l'appel? Il manque un des personnages principaux, mais bon, il n'était pas chez lui. Harry Potter, le chef du clan, n'a pas dormi chez lui. On ne le retrouvera pas ce matin. Les faucons réussiront à l'arrêter 10 jours plus tard. Bilan de l'opération, 14 arrestations et aucune saisie de drogue. Mais les policiers ont déjà toutes les preuves nécessaires grâce à la vidéo. En planque pendant 3 mois, ils ont tout filmé. C'est cette femme qui était au centre du trafic. C'est elle que l'on va voir sur ces images. Donc ça, c'est la fenêtre d'une salle de bain d'un immeuble. Là, on voit cette femme qui, après avoir enrobé la cocaïne dans du papier, la jette au dealer qui se trouve en bas. Le voilà. Il sort et il donne la dose au client. Vous voyez cet endroit? C'est un point de vente parmi une dizaine d'autres gérés par le clan dans le quartier. Dans un mois, il y aura une autre famille qui prendra le relais de ce commerce. Mais vous n'avez pas l'impression de travailler... Travailler pour rien? Oui. Ça fait 25 ans, et même plus. Mais bon, ne rien faire, ce serait hallucinant. Parce qu'avec ce commerce, ils gagnent des sommes d'argent incroyables. Pourquoi y a-t-il autant de femmes? Quand un chef tombe, les femmes reprennent les rênes du clan. Et puis, les femmes sont les premières à attaquer quand la police arrive. Elles sont terribles. Autre tradition chez les femmes de la Camorra, venir hurler sa colère devant le commissariat lorsqu'un membre de la famille a été arrêté. Un drame à la napolitaine qui atteint son apogée lors du transfert des personnes interpellées vers la prison. T'en occupe pas, laisse tomber. Retour à Boscoreale, la banlieue de Naples. Des femmes sont également aux avant-postes pour contrer l'invasion des camions poubelles. Mais ici, on ne porte pas la Camorra dans son cœur. Là-dedans, il y a la Camorra. Ils portent des déchets hospitaliers ici. Autant nous mettre dans une chambre à gaz. L'armée de la mort! Les barrages de manifestants ont finalement été percés par la police anti-émeute. Je vous maudis, vous êtes des maudits! Pour les habitants de Boscoreale, le premier responsable de ce scandale des déchets à Naples, c'est l'État, mais aussi la Camorra qui corrompt les élus politiques. Ce jour-là, ce sont plus de 200 camions qui vont se succéder et déverser leur contenu dans la décharge. Ce matin, on a perdu une grande bataille. On a laissé les enfants à la maison. Les maisons sont dessus-dessous pour rester ici. Et en 1 minute, tous les camions passent. Nous avons perdu à nouveau, tout ça pour rien. C'est pour ça que je pleure. C'est la terre de mon père, de mon grand-père. Et on doit s'en aller d'ici, car c'est devenu invivable.
invivable. On a acheté des maisons à crédit pour donner un futur à nos enfants, dans cette terre où il est déjà difficile de vivre. Mais 2 jours plus tard, la situation dégénère en guerre urbaine. Giuseppe poursuit son reportage. L'atmosphère a changé. Les mères de famille indignés ont laissé la place à de véritables casseurs. La présence de notre équipe dérange. Nous sommes violemment pris à partie. Partez. Mais qu'est-ce que tu filmes? Allez, dégagez. Mais qu'est-ce que tu fais là? Malgré les menaces, nous continuons en caméra cachée. La Camorra aurait infiltré les rangs des manifestants avec l'objectif d'aggraver les incidents. Objectif atteint. Les affrontements entre les ultras et les forces de l'ordre vont durer 17 heures. Il y aura une trentaine de blessés de part et d'autre. Les insurgés vont brûler une quinzaine de camions. En tout, des centaines de milliers d'euros de dégâts partis en fumée. La Camorra y trouve son compte. L'État va encore verser des subventions pour compenser les dommages et calmer la colère de la population. Et la Camorra entend bien se servir au passage. Ainsi, elle tire profit des décharges et de leur dysfonctionnement, mais aussi à l'autre bout de la chaîne, de la colère de la population. Et gagne ainsi sur tous les fronts. Les événements de Bosco Reale vont faire les gros titres de la presse italienne, qui va l'appeler l'intifada des poubelles. Bonjour, l'espresso s'il vous plaît. Le reportage de Giuseppe a été publié par l'Espresso, le grand hebdomadaire italien, en fait un cahier central de 6 pages. L'aboutissement de plus d'un mois de travail et des photos qui ont un sens particulier pour Giuseppe. En tant que photographe, je me suis souvent retrouvé dans ce genre de situation. Mais là, ça m'a particulièrement touché parce que c'est mon pays d'origine et que ce sont les gens de mon village, là où j'ai grandi en fait. Et maintenant, après un peu d'entraînement à Bosco Reale, on part pour l'Afghanistan. Ces derniers temps, grâce à l'action des forces de l'ordre et des magistrats, plusieurs parrains de la Camorra ont été mis sous les verrous. Du coup, le nombre d'homicides a reculé en quelques mois. Mais à Naples, la Camorra est aussi un phénomène social. Elle a su se rendre indispensable, profitant de la faiblesse ou de la démission de l'État. Tant et si bien que l'on dit volontiers ici que la Camorra est à la fois la cause et la conséquence de la pauvreté dans cette partie du sud de l'Italie.